Vous pensez qu'il faut de l'argent pour investir en immobilier? Si c'était le cas, je puis vous dire que je ne serais pas là en ce moment en train de vous parler et de vous expliquer comment j'ai investi en immobilier depuis maintenant 6 ans et comment j'ai développé un patrimoine de plusieurs millions d'euros. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Joël, donc je suis banquier maintenant depuis plus de 10 ans et j'accompagne donc au quotidien des particuliers mais aussi des professionnels dans leur démarche d'investissement. Dans le cadre de mes activités en banque, mais aussi dans le cadre de mes accompagnements à travers mon programme de formation, j'ai accompagné des centaines de personnes pour leur investissement en France, mais aussi à l'étranger. Si je vous parle aujourd'hui, c'est que je constate que beaucoup de personnes pensent que l'investissement immobilier nécessite beaucoup d'argent, alors que c'est un mythe que je souhaite réellement briser aujourd'hui. La vérité est que l'immobilier est l'un des rares domaines d'investissement où vous pouvez commencer avec très peu de capital, voire même sans apport personnel. Bien sûr, cela demande de la créativité, de la persévérance et aussi une bonne connaissance des stratégies qui fonctionnent. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 stratégies immobilières concrètes pour commencer l'investissement immobilier, même si vous partez de zéro. On va faire de la stratégie la plus simple à la plus technique. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous présenter la dernière stratégie dont que très peu de personnes parlent. La première stratégie que vous pouvez mettre en place, qui a connu de beaux jours il y a quelques années et qui aujourd'hui est toujours possible, consiste à utiliser l'effet de levier bancaire à 110%. Ce qui veut dire se faire financer par la banque, donc le prix du bien, mais aussi les frais annexes comme les frais de notaire, les frais de dossier, les frais de caution, etc. et d'éventuels travaux que vous ferez dans votre bien immobilier. Au moment où je tourne cette vidéo, beaucoup de personnes pensent que le 110% est fini, que la banque ne peut plus vous endetter à 110%. Je puis vous assurer qu'étant de l'autre côté de la barrière, connaissant l'envers du décor, on endette encore aujourd'hui des clients à 110%. Alors, comment convaincre votre banquier? Il y a plusieurs pistes possibles pour cela. La première, qui est un prérequis, c'est d'avoir un bon profil financier. J'entends par là un CDI, donc un contrat à durée indéterminée, des revenus réguliers et stables, un faible taux d'endettement, de l'épargne, c'est important d'épargner régulièrement, je ne cesse de le dire sur cette chaîne, et aussi une gestion saine de vos finances. Ensuite, l'idée sera de trouver un bien qui sera très rentable, par exemple un bien qui aura une valeur marchande significativement inférieure à sa valeur intrinsèque. Pour ça, vous devez vous positionner sur un bien en négociant un maximum son prix d'achat, donc très en dessous du marché, par exemple en mettant en avant le fait que vous avez des travaux à réaliser dans ce bien. Une fois que vous êtes positionné sur le bien, vous devrez justifier auprès de votre banquier la décote de ce bien. Pour ça, faites passer un agent immobilier qui va donc vérifier les prix des biens immobiliers dans votre secteur. Il va devoir faire une estimation pour justifier que le prix que vous avez acheté est bien en deçà de la valeur de votre bien sur le marché. Puis, je vous conseille de présenter auprès de votre banquier un business plan solide. Donc, il serait important de mettre en avant les chiffres, qu'ils soient précis, mais aussi conservateurs. Il faut qu'à travers ce business plan, vous puissiez démontrer à votre banquier la rentabilité future de votre investissement. Ensuite, vous devrez rassurer votre banquier sur votre capacité de remboursement en mettant en avant votre profil et toutes les garanties que vous pouvez apporter. Enfin, n'hésitez pas à proposer des garanties supplémentaires, par exemple la caution d'un proche, le nantissement d'une assurance vie, etc. J'ai l'exemple d'une personne que j'ai accompagnée qui a utilisé cette stratégie. Donc, elle avait trouvé un bien immobilier à 180 000 euros, mais avec des propriétaires qui étaient pressés de vente suite à une mutation professionnelle. Elle a négocié ce bien à 140 000 euros, à la suite de quoi elle a fait passer un agent immobilier pour faire une contre-expertise et le bien était valorisé à 175 000 euros sur le marché. Elle est donc allée rencontrer son banquier avec un dossier solide, montrer qu'elle pouvait louer cet appartement à 900 euros et faire face à des mensualités de crédit autour de 700 euros. La banque a accepté de financer son bien, donc 100% du prix du bien, les 140 000 euros, plus 18 000 euros de frais divers, ce qui fait un total de 158 000 euros, ce qui reste en dessous de la valeur réelle du bien, les 175 000 euros estimés. La question que vous allez tous vous poser, c'est comment est-ce qu'on trouve ces bonnes affaires? Où est-ce qu'on peut les trouver? Pour vous donner quelques pistes, vous avez des biens qui peuvent être mis en vente suite à une succession compliquée. Donc les successeurs n'arrivent pas à pouvoir récupérer le bien simplement parce qu'il y a des frais importants à payer. Ou alors ça peut arriver qu'ils ne veulent pas de ce bien et de ce fait, le bien est mis sur le marché avec une décote fortement possible. Vous avez aussi le cas des divorces. Malheureusement, souvent dans ces situations, les propriétaires sont pressés de vendre leurs biens et sont prêts à faire des tarifs remisés. Vous avez aussi des propriétaires surendettés qui n'arrivent plus à faire face à leur mensualité de crédit et souvent ces biens finissent dans des ventes aux enchères suite à des procédures judiciaires. Vous avez aussi des biens qui peuvent être mis en vente par des propriétaires non résidents qui ne veulent plus ou qui ne peuvent plus s'occuper de leurs biens à distance. Et enfin, vous avez des biens qui peuvent avoir des défauts apparents, mais qui sont facilement corrigeables, surtout si vous avez l'œil expert. Dans le cas où vous trouvez un de ces types de biens, il faudra le négocier un maximum pour avoir une décote importante. Pour ça, il faudra comprendre la motivation réelle du vendeur, proposer des solutions à leur situation, qu'elles soient rapides, qu'elles soient simples et aussi qu'elles soient certaines, notamment votre capacité à obtenir facilement un crédit. Ou alors la possibilité que vous aurez d'acheter son bien en cash. Montrez dans tous les cas que vous êtes prêt à saisir l'opportunité assez rapidement. Et pour ça, des fois, ça nécessite d'accepter des biens avec des travaux que vous pourrez donc prendre en charge. Néanmoins, il y a quelques points d'attention à vérifier. Déjà, ne surestimez pas votre capacité à faire face à des travaux importants. Aussi, faites toujours inspecter le bien par un professionnel avant de l'acheter. Prévoyez aussi une marge de sécurité dans votre plan de financement parce que
sait-on jamais. Et pensez aussi à la revente, parce que si vous souhaitez vite revendre le bien, vous devrez payer de l'imposition sur la plus-value latente. Alors vous l'avez compris, cette stratégie va demander du temps pour trouver la bonne affaire, mais une fois que vous avez trouvé la bonne affaire, elle est extrêmement efficace pour démarrer sans apport. La deuxième stratégie que je souhaitais vous présenter, ça va être la négociation pour obtenir un différé d'amortissement, donc afin de créer ou de reconstituer votre trésorerie. En fait, lorsque vous obtenez une proposition de financement, c'est important de toujours demander un différé d'amortissement, parce que finalement, trop peu de personnes ne le demandent alors qu'elles peuvent en bénéficier. Il suffit juste de justifier un minimum votre demande. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le principe du différé d'amortissement est simple. Il s'agit d'obtenir auprès de votre banque, pendant une période définie, la possibilité de ne rembourser que les intérêts du crédit. Là, on parle de différé partiel. Ou alors de ne rembourser rien du tout pendant cette période. Là, on parle de différé total. À la suite de cette période qui peut durer plusieurs mois, voire quelques années, vous commencerez seulement à rembourser le capital emprunté en plus des intérêts d'emprunt. L'avantage du différé d'amortissement, c'est que pendant la durée du différé, donc pendant que vous ne remboursez que très peu d'argent ou pas du tout d'argent à la banque, vous pouvez quand même encaisser les loyers. Alors pourquoi cette option fonctionne sans argent? Dans le cas où vous n'avez pas ou peu d'apport, pendant la période du différé, vous encaissez des revenus locatifs, ce qui vous permet donc de créer votre trésorerie si vous n'en aviez pas. Ou alors si vous aviez mis au moment du déblocage du crédit un apport personnel, la période de différé vous permet de reconstituer votre trésorerie. Pour prendre mon exemple, j'ai obtenu plusieurs fois des différés d'amortissement. J'ai obtenu sur une de mes acquisitions un différé d'amortissement pour 18 mois, donc c'était pour l'achat d'un immeuble de rapport. Une fois que j'ai obtenu les clés du bien, donc j'ai fait des travaux pendant 2 mois et j'ai ensuite installé des locataires et j'ai commencé à encaisser les loyers. Sur ce bien, mes revenus mensuels étaient de 2 400 € par mois, donc imaginez, et je n'avais aucun remboursement de crédit car c'était un différé total. Donc sur toute la période de différé, j'ai encaissé près de 38 400 € de revenus locatifs, donc avant ma toute première échéance de crédit. Mais attention, je tiens quand même à vous préciser un point très important concernant le différé d'amortissement, c'est que le différé d'amortissement vous fera augmenter le coût de votre crédit, car comme vous remboursez votre crédit en décalé et que les intérêts d'emprunt sont calculés sur le montant emprunté, donc tant que vous ne remboursez pas le montant emprunté, vous paierez dans le temps plus cher votre crédit. Donc il est important de bien faire votre calcul et encore une fois que votre opération soit rentable. Et bien sûr, si vous n'avez pas le choix, c'est quand même mieux un différé d'emprunt parce que vous pourrez reconstituer une trésorerie ou la créer si vous n'en aviez pas et à ce moment-là, bénéficier d'un décalage du remboursement du capital emprunté. Si vous appréhendez le coût du crédit dans le temps, vous savez que si c'est un investissement locatif, il est fort probable que vous le revendiez pendant la durée de votre emprunt. Si vous trouvez ces informations utiles et que vous souhaitez aller plus loin dans votre formation en investissement immobilier, j'ai créé un programme complet qui vous guidera pas à pas dans votre démarche d'investissement pour acheter votre premier bien immobilier ou d'autres si vous êtes déjà investisseur immobilier et ça même si vous n'avez pas ou peu d'argent. Dans ce programme, je partage toutes mes techniques, mes outils, mes modèles de contrat et surtout je peux vous accompagner personnellement dans votre parcours d'investisseur. Donc n'hésitez pas à consulter nos programmes d'accompagnement en dessous de la description. Maintenant, revenons à nos stratégies d'investissement. La troisième stratégie va être le co-investissement et les partenariats. L'idée ici est simple, c'est de s'associer avec d'autres personnes pour mutualiser les ressources et partager les risques. Il existe plusieurs formes de co-investissement. Par exemple, le partenariat 50-50, vous pouvez vous associer avec une personne qui apporte les finances et vous apportez vos compétences, votre temps, votre expertise. Ce partenaire, cet associé peut être finalement aussi ce qu'on appelle un sleeping partner. C'est quelqu'un qui apporte de l'argent mais qui ne veut absolument pas s'occuper du projet. À ce moment-là, vous êtes en charge du projet, vous faites tout. Par exemple, trouver le bien, monter le dossier de financement, suivre les travaux s'il y en a, mettre en place le mode d'exploitation approprié et enfin faciliter la suivi et la gestion de ce bien. Vous pouvez aussi mettre en place ce qu'on appelle un club deal, c'est que vous allez réunir donc plusieurs investisseurs, ça peut être de la famille, des amis, des relations professionnelles, afin donc d'acheter un bien immobilier que vous n'aurez pas pu acheter tout seul ou alors chaque personne individuellement. Alors comment structurer juridiquement ces partenariats? Vous pouvez, s'il s'agit de petits projets, juste mettre en place un mandat de gestion ou alors vous pouvez aussi vous constituer donc en SCI, Société Civile Immobilière ou en SAS, Société par action simplifiée. Pour des projets plus importants, il existe le crowdfunding immobilier ou alors pour des projets de promotion immobilière, vous pouvez très bien constituer une SCCV, donc une Société Civile de Construction-Vente. Pour vous donner un exemple, avec des amis investisseurs, nous nous sommes constitués en SCI, donc Société Civile Immobilière. Nous avons rassemblé un certain montant afin d'acheter un bien en cash dans une ville en province. En fait, au moment de l'acquisition, je n'avais pas personnellement les fonds nécessaires pour apporter ce que la banque demandait. Donc, j'ai utilisé cette stratégie pour rassembler des amis investisseurs, ensuite faire l'acquisition
de ce bien. La stratégie était néanmoins sur le long terme, car avec l'acquisition d'un bien sans crédit bancaire adossé, nous avons la possibilité donc de lever presque x3 ou x4 le montant de ce bien, ou alors simplement hypothéquer ce bien pour enchaîner les opérations immobilières. J'ai aussi l'exemple d'un de mes élèves qui s'était associé à son frère, donc son frère apportait les finances et lui simplement donnait de son temps, de son expertise parce qu'il avait les connaissances. Et j'étais là pour les accompagner dans la recherche du bien, la mise en place d'un mode d'exploitation agressif, comme j'aime dire, afin de dégager un maximum de rentabilité. Ils ont fini par acheter un appartement donc de 220 000 € avec une rentabilité autour de 13%. Aujourd'hui, ils encaissent chacun 850 € par mois sans que mon élève ait mis un centime de sa poche. Alors, comment trouver des partenaires financiers? Comme je l'ai dit, vous pouvez très bien vous rapprocher de votre famille, des amis, des professionnels que vous connaissez. Vous pouvez aussi participer à des événements dédiés à l'immobilier, donc des meet-up, des salons, des conférences, etc. Vous pouvez aussi intégrer des réseaux de professionnels, comme des clubs d'investisseurs, des chambres de commerce, ou encore investir au travers de plateformes dédiées, donc qui sont des sites internet de mise en relation d'investisseurs et des porteurs de projets. Ça se fait beaucoup, notamment en crowdfunding. Quelques conseils pour réussir vos partenariats: déjà formalisez tout. Et je dirais même surtout quand il s'agit de vos proches. Vous pouvez mettre en place un pacte d'associés ou tout type de document à signer par tous les associés. Prévoir un maximum de clauses, notamment des clauses de sortie qui seront connues dès le départ. Soyez aussi transparent sur tous les risques et les scénarios pessimistes. Définissez le niveau de responsabilité de chaque associé, qui fait quoi et qu'est-ce qu'engage cette responsabilité. Et je vous conseille aussi de communiquer régulièrement avec vos partenaires, donc au travers de reporting mensuels par exemple. Ici, les points d'attention quand même seront de choisir des partenaires dont les objectifs et les horizons d'investissement sont compatibles avec les vôtres. Attention aux associés qui sont peu impliqués parce que malheureusement dans toute association, il y a toujours des personnes qui veulent faire le moins possible mais qui veulent malheureusement en bénéficier le plus possible. Aussi, prévoyez comment gérer les appels de fonds si par exemple vous avez des dépenses imprévues, notamment des travaux que vous devez faire. Et dès le départ, encore une fois très important, définissez une stratégie commune de sortie. Le co-investissement est donc une stratégie très efficace pour commencer à investir dans l'immobilier avec peu d'argent ou sans capital de départ, mais cela nécessite d'excellentes compétences relationnelles et je dirais aussi une grande rigueur dans la gestion. La quatrième et dernière stratégie qu'on va voir dans le cadre de cette vidéo, sachant qu'il y en a d'autres, ça va être le crédit vendeur. Le crédit vendeur est une forme de financement où le vendeur donc accepte d'être payé progressivement plutôt que de le payer en une seule fois. L'avantage de ce type de financement, c'est que vous passez en direct avec le vendeur, donc entre particuliers, sans devoir recourir à une banque. Alors, comment mettre en place un crédit vendeur? Pour ça, il faut identifier les vendeurs qui seraient intéressés par ce type de financement. Ça va être des propriétaires âgés qui ont besoin peut-être d'un revenu complémentaire. Ça peut être aussi des propriétaires qui veulent se débarrasser de leurs biens, mais qui n'ont pas d'urgence absolue. Ou encore des propriétaires ayant déjà d'autres sources de revenus et qui peuvent prendre le temps donc d'attendre que vous puissiez rembourser progressivement votre crédit vendeur, sachant qu'il y a des avantages fiscaux pour le vendeur à recourir à ce type de financement. Pour intéresser un maximum le vendeur, proposez-lui une structure attractive. Notamment, le versement initial, il peut être modeste, entre 5 et 20% du prix du bien. Ensuite, vous pourrez rembourser ce crédit, donc mensuellement ou trimestriellement sur 3 à 15 ans, avec un taux d'intérêt qui sera généralement supérieur au taux bancaire, simplement pour rendre l'opération encore plus attractive pour le vendeur. Enfin, présentez aussi au vendeur des garanties solides pour qu'il puisse être flexible pour ce type de financement. Notamment, ça peut être l'inscription hypothécaire à son profit. Donc si demain vous ne remboursez pas votre crédit, que le vendeur puisse, au travers d'une démarche qu'il fera chez le notaire, récupérer son bien. Pour vous donner un exemple concret, vous pouvez faire l'acquisition d'un bien, par exemple, à 200 000 €, avec un versement initial, disons 10% du prix du bien, donc 20 000 €. Vous mettez en place le crédit vendeur sur les 180 000 € restants sur 10 ans, avec un taux d'intérêt de 5%. Vous aurez probablement une mensualité autour de 1 900 €. Si vous arrivez à louer le bien autour de 1 400 € par mois, vous devrez compléter donc tous les mois auprès du vendeur 500 €. Mais l'avantage est que vous devenez propriétaire d'un actif de 200 000 €, avec un apport initial de 20 000 €. Cette solution peut être souvent pour les personnes qui investissent dans l'immobilier, qui ne peuvent plus s'endetter ou alors qui ne veulent pas s'endetter du fait de leur religion ou leur croyance. À ce moment-là, avec peu d'apport, ces personnes peuvent donc être propriétaires d'un bien immobilier. Dans le cas d'un crédit vendeur, les principaux arguments pour convaincre le vendeur, ça va être de lui présenter votre situation, donc présenter le fait que vous avez une situation stable avec des revenus réguliers et prévisibles, mettant en avant aussi le fait que le rendement de son opération sera supérieur à un placement classique qu'il aurait fait. Aussi le fait que la transaction peut être plus rapide qu'une transaction traditionnelle parce que la transaction habituelle, c'est de passer par une banque, donc ce sont des délais qui peuvent être plus longs. Et enfin, insister sur le fait qu'il sera sécurisé grâce à l'hypothèque sur le bien. D'ailleurs, si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, que je puisse prendre le temps de tourner une vidéo donc dédiée au crédit vendeur. Alors, nous venons de voir 4 stratégies donc
extrêmement puissantes pour investir dans l'immobilier avec peu ou pas d'argent. Ces stratégies ont bien sûr tous leurs avantages et inconvénients, mais elles prouvent une chose essentielle, qui est que le manque de capital n'est pas une excuse valable pour ne pas se lancer dans l'immobilier. Car je suis convaincu que ce qui compte, ce n'est pas ce que vous avez, mais surtout ce que vous savez faire avec ce que vous avez. J'ai vu de nombreux investisseurs, comme moi, qui ont commencé avec 2000 € sur leur compte bancaire et après quelques années, ils vivaient complètement de leur loyer parce qu'ils étaient multipropriétaires et des investisseurs avec un patrimoine important. Donc retenez que ce qui compte vraiment, c'est votre capacité à identifier les bonnes opportunités. C'est aussi votre créativité dans les montages financiers. Bien sûr aussi votre persévérance face aux obstacles. Et je dirais aussi votre réseau et vos compétences relationnelles. Voilà. Donc si vous êtes toujours avec moi, c'est que vous êtes vraiment déterminé à réussir votre investissement immobilier. Et c'est exactement ce type de motivation que je recherche chez les personnes que j'accompagne au quotidien dans leur parcours d'investisseur. Ainsi, si vous souhaitez gagner du temps précieux et éviter des erreurs coûteuses qui m'ont coûté à moi, mais aussi à d'autres personnes, n'hésitez pas à consulter nos programmes d'accompagnement en dessous de la vidéo. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a donné des idées concrètes et réalisables. N'oubliez pas que l'investissement immobilier n'est pas un sprint, mais plutôt un marathon. Donc des fois, commencez petit. Apprenez de chaque expérience, grossissez et bien sûr construisez progressivement votre patrimoine immobilier. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche des notifications pour ne plus rater notre contenu. N'hésitez pas aussi à me poser les questions en dessous de la vidéo parce que je réponds personnellement à vos commentaires. Je vous souhaite un bon investissement à tous. Ciao, bye bye.